dans les peu moi docteur, moi docteur Boros. Et quand tu as 100 mais là, mon musique quand tu es américain, alors moi c'est encore, on finit à consacrer moi au donc, fini, c'est pas pour France. Il y a encore Cameroun depuis 1983, mais il dit célébrer le mois d'octobre Rose. Donc, après mon naissance, on va mettre à le touti, le docteur, les associations. On va mettre Congo, on est un mouvement à se mettre. On peut que on compte Healthy Kidney, association Healthy Kidney. C'est une association de il faut que ça encore j'ai un problème de rein, mais le problème de cancer, puis moi, on dit que c'est un facteur de risque à des maladies rénales. On a coupé et nous on compte pour annuler. Comment? À faire si il faut que Healthy Kidney, à un jour à faire une partie de quoi à faire une belle cinéma aujourd'hui. Nami avant mettre ici une quoi, puis ici une quoi maman l'eau, mon creux mbangalo, nge nzamkata nge ikitisia nge ishi, kontonton me médecin dit pas pour un goût, nge poche ishi, nchouon pour ajouter ici. Alors mais à singo, voilà même la nge mettre chou pour c'est mal. Et moi tout le monde go, à tout temps même bantou à tout le monde alors aussi à mettre un tra, petit docteur, donc il peut ajouter un médecin bon, docteur Kodoumé, gynécologue obstétricien, docteur Poumon Rochelle, pour gynécologue, pour le docteur. Donc pour moi, je pose un choix, docteur, je dis pas vous, c'est bon, merci. Docteur Kodoumé, je suis médecin spécialisé en gynécologie obstétrique. Je suis en service à l'hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé, situé en Boussou, et par ailleurs enseignant alphabet et médecine, enseignant de gynécologie obstétrique. Je suis accompagné de ma jeune consoeur, le docteur Pomo, qui est déjà une ancienne. C'est cette année que mon père, professeur Kazé, m'a invité de venir aider ma mère, qui est là, Madame Kazé. Et je remercie donc l'association FEKINE de nous avoir associés donc à la bataille que mène dans cette association depuis des années pour le bien-être des populations. Sans toutefois tarder, nous allons faire des courtes présentations de 10 diapositives. Donc, je vais faire donc une première, c'est l'aperçu général des cancers de la femme, principalement les deux cancers les plus fréquents et qui touchent la femme, à savoir le cancer du sein et le cancer du col. Et Dr Pomo va donc embrayer en insistant sur la sensibilisation et le dépistage précoce de ces deux cancers. Et je vois que vous êtes des grandes dames, des ambassadrices, donc sentez-vous libre, posez toutes les questions. Il faudra qu'au sortir de cet entretien, vous soyez capable de sensibiliser, de faire même des présentations dans vos différentes associations et vos familles élargies. Sans trop tarder, la présentation se fera suivant le plan ci-après. En guise d'introduction, il faut savoir que l'Afrique, à elle seule, représente 18% de la population mondiale, soit environ 1,4 milliard, et majoritairement constitué des pays en voie de développement où le PIB est très faible. Donc c'est pour dire en fait que la pauvreté sévit. Et la carte sanitaire est dominée par conséquent par des pathologies infectieuses. Donc, quand on est pauvre, la majorité, comme on dit, la majorité du pauvre, c'est quoi? C'est les infections, choléra, palu, tuberculose, VIH, ainsi de suite. Mais malheureusement, depuis quelques années, on voit aussi la recrudescence, c'est-à-dire la montée en puissance des pathologies ou des maladies non transmissibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une personne est infectée, il reste avec sa maladie et ne peut pas transmettre à l'autre, on appelle généralement la maladie des blancs, à savoir le diabète, l'hypertension et donc le cancer aussi. Donc au final, l'Afrique se trouve donc à subir deux problèmes au même moment. Donc gérer le pathologie infectieuse, ce qu'on n'a même pas fini, et en même temps les pathologies non transmissibles qui viennent, donc le cancer. Donc il faut savoir que concernant les maladies dues, les décès dus aux maladies non transmissibles, à savoir si on prend l'hypertension, le diabète, l'AVC, tout ça mélangé, dans 25% de cas, ce sont les cancers qui sont responsables. Donc en réalité, les cancers tuent plus que le VIH, la tuberculose et même le paludisme associé, si on regarde bien. Donc voici l'ampleur du problème. Et
Dans tout ça, c'est la femme qui paye le pot cassé dans tout ça. Donc, attention, on devra donc maximiser donc les efforts pour pouvoir lutter donc contre ces cancers qui touchent la femme, bien que des avancées ont été donc posées du point de vue diagnostic thérapeutique contre ce cancer dans le monde, mais il faut savoir que l'Afrique traîne encore les pas, parce qu'on est encore à l'âge de la pierre taillée, ça il faut le dire, parce que même la qualité chimiothérapie qu'on reçoit chez nous ici, on se comprend, nous sommes toujours en second plan, c'est comme les voitures en fait. Donc, quand le blanc ne veut pas là-bas, il envoie chez nous. Donc, on doit faire donc, beaucoup d'efforts et on doit nous-mêmes batailler. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi c'est toujours comme ça? C'est parce qu'il y a des obstacles qui sont là du point de vue épidémiologique, diagnostic et aussi de prise en charge. Pourquoi il est question donc de faire la présence sur ces pathologies? Il faut savoir que le cancer du sein et le cancer du col sont les deux premiers cancers de la femme en termes d'incidence et en termes de mortalité. Donc s'il y a deux cancers qui tuent plus les femmes de nos jours, c'est le cancer du col et le cancer du sein. Les deux réunis, si vous voyez, 50% des femmes décèdent, c'est dû aux deux cancers. Et du point de vue diagnostic, parce que la majorité des femmes arrivent à l'hôpital à un stade avancé. On ne veut pas utiliser le terme stade terminal, c'est pour ne pas décourager, parce que les soins palliatifs font partie aussi de la prise en charge. Donc on habille, on dit, et elles arrivent au stade avancé. Bon. Du point de vue thérapeutique, la prise en charge est multidisciplinaire. Quand une dame vient avec un cancer déjà stade avancé, elle va payer même 10 consultations. Elle va voir le gynécologue, elle va voir l'oncologue, elle va voir l'anesthésiste, elle va voir le psychologue, elle va voir le radiothérapeute. C'est énormément coûteux, c'est coûteux. Du point de vue pronostic, bizarrement en réalité, si on pose le diagnostic très tôt, il faut savoir qu'on guérit du cancer. Quand le diagnostic est posé tôt, on guérit du cancer, contrairement à ce qu'on pense. Donc, au final, donc, le cancer c'est un problème mondial de santé publique, c'est le premier cancer de la femme. Plusieurs facteurs de risque existent. Facteurs de risque, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que tel développe le cancer et pas l'autre. Il y a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. La jeune consoeur va venir donner plus de détails. Les cancers modifiables, ça veut dire quoi? Vous pouvez éviter, je prends l'exemple, c'est-à-dire l'obésité. Vous pouvez éviter l'obésité en faisant du sport, en contrôlant l'alimentation. Vous pouvez éviter de prendre l'alcool. Vous pouvez éviter, il y a les facteurs, mais il y a les facteurs non modifiables. Si dans la famille, maman a eu le cancer, c'est un facteur, vous pouvez plus modifier, c'est votre maman. Donc vous avez hérité déjà. Comprenez, l'âge, le premier facteur de tous les cancers, c'est l'âge. Nous sommes convaincus que si on vit aussi longtemps, jusqu'à 100 ans comme en Europe, on va finir par développer le cancer. Parce que le problème, c'est quoi? Le cancer, en réalité, c'est un problème, c'est vrai, de vieillissement, mais plusieurs choses peuvent faire en sorte que ça se vienne tôt. En guise juste de rappel, les cellules cancéreuses ou le cancer, c'est quoi? C'est une cellule dans l'organisme qui a déconné, en utilisant juste le simple terme, qui ne respecte plus rien. Parce que dans l'organisme humain, c'est comme dans toute société, on respecte le voisin. Ton terrain s'arrête à tel niveau, tu respectes, tu n'ajoutes même pas même 1 centimètre, comme sur le dossier technique. Mais alors le cancer commence à envahir, il vient là, il casse, il envahit, il casse. Donc, où nous sommes assis, en réalité, tous les jours, il y a des cellules qui déconnent, mais l'organisme humain redresse, les retire. Mais avec le temps, l'organisme va se fatiguer. C'est pourquoi, si on vit aussi longtemps, le système de veille, le système de surveillance se fatigue et voit seulement les cellules cancéreuses passer là, il ne peut rien faire. C'est pourquoi, avec l'âge, on peut donc avoir des cancers. On se comprend, n'est-ce pas? Et on peut aussi avoir le cancer précocement s'il y a les facteurs qui ont ralenti votre système de veille, de surveillance ou bien renforcent les cancers. Donc l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, il y a beaucoup de choses, des substances chimiques. On se comprend, n'est-ce pas? Si vous évitez tout, vous vivez bien, avec l'âge, le cancer va s'installer parce que votre système vous lâche en fait. Donc, voici les facteurs non modifiables. Elle va entrer en détail pour vous expliquer mieux. Pour la majorité, les cancers sont diagnostiqués à stade avancé. Le taux de mortalité est très élevé en Afrique. Le défi majeur en réalité, c'est qu'on doit se battre pour ne plus que, ou bien pour réduire le taux de décès par cancer en Afrique en faisant quoi?
la sensibilisation et le dépistage précoce. Concernant le cancer du col de l'utérus, le col de l'utérus, c'est cette portion de l'utérus qui est en contact avec le vagin, donc à l'intérieur. Si vous mettez la main au fond du vagin, on le touche. Donc, cette partie du col est exposée à des agressions physiques, chimiques et aussi infectieuses. Donc, susceptible d'avoir le cancer. Dans le cancer du col, on connaît les facteurs, c'est pas comme dans le cancer du sein où on dit la maman a eu tout ça. Le cancer du col, c'est une évidence et c'est connu. Le cancer du col est dû à un virus. HPV, Human Papilloma Virus, c'est un virus comme le mycoplasme. Je ne vais pas dire que c'est le mycoplasme ne donne pas le cancer, le chlamydia ne donne pas, mais c'est un virus qu'on contacte lors des premiers rapports sexuels. C'est sexuellement transmissible. Donc, dès que vous avez ce virus, sachez que vous avez le risque de développer le cancer. Donc, au final, le cancer du col, contrairement au cancer du sein, le cancer du col est considéré comme une maladie sexuellement transmissible. Donc, au final, en Europe, ils ont éradiqué, comme je dis, l'Europe a déjà éradiqué toutes les maladies infectieuses. Donc, tous les cancers infectieux induits, donc le cancer du col. Chez les Blancs, on n'entend pas trop parler du cancer du col, comme on n'entend pas trop parler du VIH. Mais chez nous en Afrique, ça demeure. Comment est-ce que l'Europe a combattu ça? C'est en vaccinant. Il y a un vaccin. Le vaccin, on donne aux jeunes filles de 9 à 13 ans. Quand on parle des collègues, c'est pas facile de dire que non, elle ne comprend pas. Non, je disais que même si moi je n'avais pas fait médecine, je devrais être un tradipraticien tellement ancré dans la tradition que je devrais refuser tous vos types de vaccins. Donc c'est pas évident. Donc c'est avec le temps qu'on va amener la population pour pouvoir accepter. L'Organisation mondiale de la santé s'était fixé l'objectif 2030. C'est quoi? Triple objectif. Un, c'est de vacciner 90% au moins des filles entre 9 et 13 ans contre l'HPV. C'était l'objectif. De deux, de dépister toutes les femmes en âge de progrès 35-45 ans contre l'HPV et celles qui vont présenter dans ces infections, de les traiter dans 90% des cas. Donc c'était l'objectif pour qu'en 2030, on ne parle plus du cancer dans le monde entier. Mais alors, jusqu'à présent en Afrique, on n'est qu'à 31% des filles de moins de 15 ans qui ont reçu le vaccin, au lieu de 90%. On voit qu'on est encore loin. Pourquoi est-ce que le cancer du sein, le cancer du col continue à faire des ravages en Afrique? Parce qu'il y a des défis d'ordre épidémiologique. Parce qu'en réalité, il faut parler de la chose pour comprendre. On se comprend, nous sommes là. Avant, on pensait que bon, la maladie rénale c'est un mythe parce que ça fait pas mal et tout le reste. On dit que non, on invente à l'hôpital, tu es bien portant, on fait le test, on dit que tu as le problème de l'autre, tu dis que mais je ne sens pas mal. Donc, c'est en fait ça. Donc, en réalité, on n'est pas pour le diagnostic, on refuse d'accepter le diagnostic et lorsqu'on regarde, la majorité des dames qu'on reçoit à l'hôpital pour cancer, ce n'est que, comme on dit, le sommet de l'iceberg. Donc il y a une bonne partie, une grande partie dans la population qui n'arrive même pas à l'hôpital. Donc quand on dit en réalité que le cancer du sein tue plus les femmes, si on évalue bien vraiment, on va voir que c'est le triple des données qu'on a. Donc on a un problème. Et si jamais le gouvernement se rend compte que le cancer est vraiment énorme, le budget qu'on alloue à la tuberculose au VIH, on devrait doubler et allouer aussi pour la lutte contre le cancer du sein. Donc le problème est d'abord épidémiologique. Donc on n'a pas les données réelles. Il y a une sous-estimation de la fréquence et de l'incidence du cancer du sein et du cancer du col dans la population. Deuxièmement, du point de vue clinique, malheureusement, la majorité de nos malades qui nous arrivent à l'hôpital, c'est à des stades avancés. Et qu'est-ce qu'on fait généralement? On retire tout le sein. Et ce n'est pas facile d'amputer une partie. Et on sait bien que le sein chez la femme, c'est l'organe de féminité. Il y a des dames qui disent que de retirer le sein, on la laisse mourir avec son sang. Donc ce n'est pas facile. Donc c'est ça le problème. Pourtant chez les Blancs, vous arrivez à un stade précoce, on retire, vous guérissez. On guérit du cancer. Depuis 7 ans, on guérit du cancer. Mais chez nous, on peut compter au bout des doigts celles qui arrivent précocement. Non. Diagnostic, comme j'ai dit, le diagnostic est purement clinique. Il n'y a pas assez de moyens pour faire la mammo, pour faire, c'est tellement lourd. C'est seulement dans les chefs-lieux des régions où on peut avoir accès facilement. Même ici, il y a les grands hôpitaux qui n'ont pas la mammographie. Donc il y a un problème pour faire le diagnostic. Donc le diagnostic est purement clinique. Du point de vue thérapeutique, la prise en charge, plusieurs modalités et c'est coûteux. Quand vous arrivez, on dit, on doit vous opérer. Avant de l'opération, on fait les examens qui coûtent pratiquement des centaines de mille, la chirurgie des centaines de mille, la chimiothérapie des millions, la radiothérapie des millions. Donc vous voyez que c'est tellement énorme. Qui a maximisé la lutte en faisant de la prévention, en faisant le dépistage précoce.
Ma consoeur va donc insister sur les deux. L'accès aux soins, améliorer l'accès aux soins, parce que bon, il y a les dames qui sont dans les zones enclavées, ne peuvent pas. Quand on dit à la dame, allez à Yaoundé pour, elle va dire que mon fils, pardon, depuis que je ne suis jamais sorti du village, je ne vais pas faire quoi à Yaoundé. Donc, la prise en charge psychosociale, ça compte énormément. Il faudra que chez nous, on puisse donc faire de la recherche et développer des molécules, des médicaments, parce que je vous ai dit que la chimiothérapie coûte cher. On attend tout de chez les Blancs, c'est énorme. On peut, avec les molécules et substances chez nous, améliorer et produire des médicaments pour lutter efficacement contre le cancer. Et enfin et surtout l'engagement communautaire, comme vous le faites. Il faut que la population se lève ensemble comme une personne pour dire que assez, on doit faire tout pour le cancer du sein. Or, nous savons que tout est possible, n'est-ce pas? C'est le choix de société. Je prends l'exemple, ce n'est pas de la politique, mais lorsque les Lions étoiles jouent, on sort peut-être 1,5 milliard pour le match amical en une journée. On peut prendre 1,5 milliard et créer des centres de lutte contre le cancer. Oui. La lutte contre le cancer de la femme en Afrique nécessite donc l'approche globale, à savoir la prévention, le dépistage précoce, le traitement doit être subventionné et notamment aussi une prise en charge psychosociale, parce que l'Africain n'est pas est encore ancré dans la culture. Il faudra donc à cet effort sur l'amélioration de l'accès aux soins, sur la formation des personnels de santé et la sensibilisation du public. Donc c'est le thème que je do my presentation in English. So I'll start with the first topic, breast cancer. And for the purpose of this presentation, we'll follow the following outline. And to begin, what is breast cancer? According to the World Health Organization, breast cancer is generally defined as an uncontrolled growth of cells found in the breast which starts growing at an abnormal rate, in which the body cannot more control. And it's worth noting that it is the first female gynecological cancer. And that is a body mass index greater than 30 and lack of physical exercise. We also have a personal history of breast cancer. For example, if your mother or your auntie had breast cancer, it increases your chances of you having breast cancer. And we also have exposure, early onset exposure to radiations, where in the hospital where people do CT scans and X-ray, it increases their chances. And early onset of menses, in which a young girl has her menses less than 11 years old, or if you are menopausal, you reach menopause at a later age, that is greater than 50 years. And we also have voluminous breast, that's high dense breast, increases your risk. And age of your first pregnancy, if you got pregnant at the later age greater than 30 years, or if you get pregnant and you decide not to breastfeed your babies, it increases your risk. And the two known modifiable factors, you being a female and your age, greater than 30 years and was above greater than 40 years, increases your risk of you having breast cancer and being also a female. Nevertheless, there are also males. Approximately 1% of males also have breast cancer, but majority are found in females. And looking at all these risk factors, we see that all of them are the mechanism is just due to hormones in a female's body. Now, what are the symptoms of breast cancer? How can you know if you have signs or symptoms of breast cancer? Generally, each and every woman, you need to know your body by knowing your breast, such that if you notice that there is a breast lump or any mass around your breast, it is an alarming factor. If you notice that your breast has the color or there is a reddish anything around your breast, you know that it is an alarming factor. And if you also notice that the nipple is just is what you use to suckle your baby. And normally it's supposed to be pointed outward. If you notice that it's pointed inward, it's an alarming factor. Or even if it's flat, alarming. And if there is also a wound around your nipple, those are factors in which you are not supposed to joke with. And also at the level of your axillary region. Axillary region is just your armpit. If you notice any mass also around there, you know that you need to take care. Now, looking at all the symptoms, what are the various screening methods? The American College of Gynecology in 2024 has proposed different modalities in which where we do mammographies for women who are at the age of 40 to 75 years or need to do mammography 1 to 2 years every year, depending on the results in which
before a program will be made. But if you do your mammography and the results are normal, you need to do it every 2 years, because even while palpating your breast, there are still some small lumps in which your hand cannot feel. But the mammography, which is high sensitivity, it can easily detect those little lumps. And we also have breast ultrasound, which has been added to the mammography, especially for voluminous breast, for better results. Then we also have the clinical breast exams. Clinical breast exam is just an exam done by a doctor or a gynecologist in the hospital. And girls range from the age of 25 to 39 years, they need to do their clinical breast exams 1 to 3 years. 1 to 3 years, just depending on what the findings of the doctor, on his findings, before he will give you the next one, the room. Then when you are above 40 years, your clinical breast exam is supposed to be done every year. Now, the self-breast exam is examination done by yourself, which is supposed to be done every month, 1 week after your menses. So the lady, our slide is showing us how to do your breast exam. Breast exam is done in 2 phases, the looking and the touching. The lady here is trying to look at her breast in front of a mirror. That means 7 days when you finish bleeding, you stand in front of the mirror and ensure that your left breast is equal to your right breast. You place your hands by your side, looking, ensuring that your nipples are pointed out, there is no skin coloration, and there is no bulging of your breast. So the left is equal to the right. Then you try and raise up your hands to still ensure that both are equal. That is just simply for the first phase. The second phase now is the touching. Touching, you take your 3 fingers. If I want to examine my left breast, I will just take my left finger and put behind my hand, and my 3 right fingers, and try to palpate my breast. And you do the palpation while sitting and while lying down. So I'll just try to do it while standing. You take your 3 fingers and you start touching from the periphery, and you end at the level of the nipple. That means you feel each portion of your breast, making sure that you have felt no lump. And while you finish at the level of the nipple, you try and express it to see, like normally when you breastfeed a baby, the way at the level of your armpit, you touch your armpit, making sure that there is no lump, and you do the same for your right breast, and you still do the same thing while lying down, because there are some masses that while seated you might not feel it. So this image is still the same description of how to examine your breast at home. It's still the same picture. Now, how can you prevent this breast cancer? We saw that there are modifiable factors and non-modifiable. Modifiable meaning you can change your lifestyle. And we saw that non-modifiable, you cannot change your age and you cannot change the fact that you are a female. Now, for the modifiable factors, we saw that obesity is a risk factor. So how can we counteract that? Is by doing regular physical exercise and having a healthy diet. Avoid excess consumption of alcohol. I need to stop tobacco smoking and try to breastfeed your babies. Secondarily, we can also prevent breast cancer by doing regular screening by the 3 methods we saw. We saw that you could do your mammography when you're above 40 years and do ultrasound depending on the nature of your breast, and you can further do clinical breast exam and your self-breast exam, which is done every month. Now, if you are being diagnosed with breast cancer, there are various modality treatments which exist in the hospital. And like the patient said, you see like 10 doctors, and these 10 doctors, they will now depend on the stage of your disease and other factors involved to take before they will choose the modality, the treatment that they shall pick. So to conclude, breast cancer care is evolving. An early diagnosis of breast cancer is very important, and prevention is care. The same definition. Cervical cancer is just the presence of abnormal cells which are present at the level of the cervix, which starts growing at an abnormal rate in which the body cannot control. Unlike the breast cancer, this is the second cancer in Cameroon, and is also responsible for many deaths with studies which has been shown. And we also see that early screening here is very necessary, and it usually starts first being with no symptoms. Like you are living your day-to-day life, you feel you are fine, but while there are abnormal cells in which they are struggling to grow, and if you don't go to the hospital for screening, you might finally find yourselves when you are already having symptoms and you're already at an advanced stage, which is what we are trying to avoid here. The image here is trying to locate what is the cervix, because we always talk about cervical cancer.
We'll see here that on the first picture, it is just the uterus, that is where a baby normally grows. Then the portion down, that is the cervix. The cervix is just the portion below the uterus. And this image shows a normal cervix, while this shows a cervix which is already having some lesions. Okay, like I was saying, this is the uterus here. This is where normally the baby normally grows, and just below we have our cervix, because normally this cervix needs to open before the baby comes out. That is what we call cervix, and that is where cervical cancer usually originates. And this image here shows a normal cervix. That means your cervix is supposed to be smooth and reddish. Now, if you are now having the human papilloma virus, which causes our cervical cancer, you might now have, your cervix will now be like this. Now, what are the risk factors of this, our cervical cancer? We see here that the principal cause of cervical cancer is human papilloma virus, which is a sexually transmissible disease, which is responsible for approximately 99% of cervical cancer cases. And we see that with our human papilloma virus, there are generally two types of strands. There is a low risk and there is a high risk, and that which is principally responsible for the cervical cancer, they are the high risk population, which is the 16 and the 18 with other subtypes. Then we also have our herpes simplex virus, which is also alongside chlamydia, that sexually transmissible disease, is responsible also for our cervical cancer. Then these other factors, they just make you liable for you having human papilloma virus, because age of first sexual contact, lack of screening, multiple sexual partners, and weak immune system. If you have multiple sexual partners, because generally the men are the carriers of this human papilloma virus, and there is no effect in them, but when they have unprotected sex with the female, that is when they transmit her the human papilloma virus, and it starts having the effects on the woman. So this is just a simple flow of human papilloma virus. We see that there is a low risk and a high risk. The low risk generally just cause condylomas, vaginal condylomas, little warts, those little pimples that some women used to have on their vaginas. It's generally caused by the low risk strands, and most of them, they can disappear thanks to our immune system, or if it persists, there is treatment. Now, with the high risk population, with the high risk strands, others can undergo spontaneous recovery thanks due again to the woman's immune system, and 20% can usually persist, giving down our precancerous lesion. And if you are a female who does not do regular cervical screening, you might miss this step and come to the level of cancer, or you might be lucky that it might regress and it disappears. But while it regress, it might still come back. So that's why we always insist on screening, so as to detect this stage level, detect at this level, such that management might be better. Now, what are the symptoms of cervical cancer? Like we said, precancerous, before cancer, no symptoms. You are living your day-to-day life, no symptoms. Only screening can be of help here. Now, in case where you have symptoms, you might now have abnormal vaginal bleeding. Normally, every female is supposed to bleed once every month. But when you notice that you start bleeding twice a month, or after sexual intercourse, you notice blood flow, that's already an alarming sign. Secondly, if you have a vaginal purulent discharge which has an offensive odor, that is another symptom. Next, you could have pelvic pain, and you might even bleed up to a certain level that you feel tired, and an osteogenesis state. That is still due to cervical cancer. Now, what are which women now are, who is now liable to do this screening? All women who age from 25 to 65 years old, and with the presence of a cervix, because we all know that there are some women who have undergone, that have moved the uterus and the cervix. A woman without a cervix, you are no more concerned with this phase. But if you have a cervix as from 25 to 65 years, you need to do the screening. And if you are pregnant, within the first trimester, you can still do the cervical screening. Or after giving birth, 6 to 8 weeks after you have given birth, you can still do the screening. Now, for the screening, we have 3 different methods in which we can use. Screening that women generally with no symptoms, that's our precancerous stage. The first, we have our high vaginal smell.
also called cervicovaginal. Then we also have visualization with acetic acid and glucose iodine. Sorry. Third, we have the HPV testing, the human papilloma virus testing. The bad thing with the third is that it is very sensible and specific. Unfortunately, it is very expensive, such that most people find it difficult to afford. Starting with the first screening method is the high vaginal semen. You just take a little cotton wool as is shown on the image. We saw that this was the uterus and this is the cervix. This is the little cotton wool here. We just take specimen at the level of the cervix, and that is it. Specimen can be collected in a two-way pathway. Either the patient collects his herself, or you lie on the table like you want to give birth and just expose your legs and they put the speculum and they just collect. Very painless and it does not stay. Second procedure, your legs are still exposed and we have access to the cervix. They just pour a little liquid around your cervix to now see the coloration. If this is when acetic acid has been poured and this is for glucose iodine, we'll have now this color changes when the patient is already having at an advanced stage, and this still does not hurt. The human papilloma virus is still the same principle to collect the specimen for your high vaginal semen, still the same principle. So we see that our three screening methods, they don't pain and they don't take time. So it's always good to find time to go and do your screening. Now, how can you prevent the cervical cancer? We saw the risk factors. So the risk factors is just to prevent. Prevention is just to avoid some of your risk factors. We can start by vaccinating our young children from 9 to 13 years against the anti-human papilloma virus, and try to practice abstinence. Most people are married, such that you now need to practice fidelity to your partners, because we saw that they are the men carrying it from one person to another, and avoid early sexual intercourse. Secondly, we can also prevent it by doing our regular screening. In the case in which you are already diagnosed of having cervical cancer, likewise breast cancer, there are various treatment modalities that the hospital offers depending on your stage and associated factors. So to conclude, cervical cancer is a major public health problem, and early diagnosis by screening is for an optimal management. Thank you. Vraiment, ça pousse à beaucoup de curiosité, et ça donne aussi le poids du travail communautaire qu'il y a à faire pour que les gens s'approprient vraiment la lutte contre les cancers gynécologiques. Parce que tout à l'heure, vous avez très bien mentionné les croyances que certaines personnes ont lorsqu'on leur propose le vaccin pour la petite fille et qu'on pense plutôt que c'est une approche de stérilisation. Ça donne vraiment une visibilité. Ça dit combien de fois on doit travailler pour atteindre les objectifs. Mais j'ai une question. Parlant des types de cancer du sein, il s'agit de quoi concrètement? Parce que vous n'avez pas vraiment mis l'accent là-dessus. Il y a des types de cancer du sein, et je pense que c'est bien aussi que l'information passe, parce que les gens doivent comprendre que la maladie de l'un n'est pas forcément la maladie de l'autre, n'est pas forcément la maladie de l'autre. Et ensuite, les mesures de traitement dont vous avez parlé de la chimiothérapie, de la radiothérapie et je crois de la chirurgie. Est-ce qu'il y a vraiment la radiothérapie au Cameroun? La première question concernant les types de cancer du sein. À la population, classiquement, cancer du sein égale cancer du sein. Maintenant, c'est dans les détails. On a vu avec l'histopathologie, il y a une variété, il y a plus de 10 types de cancer du sein. Mais tout se manifeste presque de la même manière en fait. Donc, le sein, pour comprendre le cancer du sein, comme je vous ai dit, on peut avoir le cancer de
de toutes les parties de l'organisme, à savoir le cancer du cerveau, le cancer de la peau, le cancer de l'œil, le cancer de la dent, le cancer de l'estomac, le cancer du foie, le cancer de la rate, le cancer même du vagin, il y a le cancer de la vue, il y a tout, même le cancer des... Donc, au niveau du sein, principalement, en fait, je prends toujours l'exemple pour expliquer aux étudiants, l'image qu'on a du sein, where is the image? Juste une image, where is the first presentation? This one, en fait, qui est situé à la face antérieure. Quand on dit cancer du sein, principalement 80% des cancers du sein, c'est la glande qui est à l'intérieur. Donc si on prend le sein, tout le monde connaît l'image du sein, c'est cette forme un peu cubique, c'est-à-dire pyramidale, à base postérieure et un sommet, c'est-à-dire marqué par le mamelon. C'est comme le bol que vous avez retourné, on se comprend. Donc vous ouvrez le bol, vous achetez les grappes de raisin. Dehors là, vous posez là à l'intérieur. Je représente un peu l'anatomie parce que c'est vrai, je n'ai pas mon ordinateur, mais j'aurais normalement eu l'image de cancer du sein ou du sein. Donc, le grappe de raisin que vous posez là, c'est ça la glande mammaire même en fait. Parce que quand on voit le sein, parce que pour comprendre les types de cancer, quand on voit la glande mammaire là, comme j'ai dit, le bol qu'on a retourné, et on ouvre là, on fait entrer dans le grappe de raisin. C'est comme ça, la glande mammaire, ce sont les acinis. Ces raisins-là, qui sont unis donc par les tiges là, qui sont un peu comme des canaux en fait. Chaque acinou, chaque alvéole produit du lait et chacun, c'est comme on dit individuellement, et à la fin, on regroupe pour que ça puisse sortir. C'est l'image typique de grappe de raisin. C'est comme ça que la glande mammaire se représente. Si on prend dans le grappe de raisin, on met à l'intérieur du bol, c'est-à-dire qui est le sein, vous voyez qu'il y a le vide. Et le vide est rempli par de la graisse, en fait. Vous comprenez? Donc, c'est rempli par de la graisse. Et en dehors de la graisse, il y a des fils à l'intérieur, un peu comme des fils blanchâtres, qu'on appelle tissu conjonctif, qui permettent de soutenir le sein, pour ne pas que le sein, désolé, puisse chuter. Mais avec le temps, avec le vieillissement, ça finit toujours par chuter, qu'on n'arrête pas. On se comprend. Donc, ceci dit en fait, quand on parle de la glande mammaire, le sein a plusieurs parties. A d'abord l'étui cutané, la peau. Et même au niveau de la peau, on différencie la peau extérieure de cette plaque aréolo-mamelonnaire. Il y a l'aréole, il y a le mamelon. On sait que c'est ça qui fait la beauté des seins. On se comprend tous. Comme d'autres vont dire, on peut tout voir là. Tant qu'on ne voit pas le mamelon et l'aréole, on n'a pas vu le sein. Parce que c'est aussi important dans la prise en charge chirurgicale de cancer du sein. Il faut faire tout pour conserver le mamelon de la dame et même le sein. Parfois, quand on ampute, des fois, on est obligé de tatouer un mamelon ou bien de faire greffe de l'oreille là pour au moins que ça ressemble au sein classique. Donc, le cancer du sein peut être dû au cancer qui recouvre la peau. On se comprend maintenant. Donc, juste cette peau peut être l'origine d'un cancer. Mais ça fait partie du sein. Parce que si on dit le sein, ce n'est pas seulement le grappe de raisin qui est à l'intérieur. C'est toute la glande. Donc, on peut avoir le cancer uniquement de la peau, faible pourcentage. On peut avoir le cancer de cette plaque-là. Il y a des dames qui viennent et disent que non, le mamelon gratte. Après, ça fait des blessures. C'est qu'on parle de maladie de Paget. C'est un peu comme les desquamations. Mais en réalité, ça peut être un cancer. Donc, je prends juste ce type-là. Deuxièmement, j'ai dit que quand on pose le grappe de raisin, on remplit le contenu avec de la graisse. Donc, on peut avoir un cancer qui prend origine juste de la graisse. Ce n'est même pas la glande mammaire même. Comprenez? Troisième, on peut avoir le cancer qui prend origine juste les fibres conjonctives qui permettent de soutenir, comme les câbles là, les tissus conjonctifs. Ça, c'est le troisième coup. Et tout ce que je viens de citer ne représente qu'à peine moins de 10%. Donc la majorité des cancers du sein, c'est la glande même. Donc ce sont les grappes de raisin là, entre guillemets. Et le cancer peut être le fruit même, ou le cancer peut être la tige, qu'on nomme le canal galactophorique. Il faut savoir que la majorité des cancers du sein qui concernent donc le grappe de raisin, c'est la tige qui a un problème en fait.
Donc le cancer du sein, on peut regrouper en deux. C'est surtout de type canalaire, donc c'est la tige des grappes, ou bien lobulaire, ce sont les fruits là qui ont donné le cancer. Donc dans 20% de cas, ce sont les fruits là qui donnent le cancer, et dans 80% de cas, c'est la tige qui donne le cancer. Ça, c'est la majorité des cancers, et dans des faibles pourcentages, c'est la peau, c'est la graisse qui est à côté, c'est qui donne le cancer. Mais dans des cancers, il y a des comportements. Il y a les cancers qui sont sensibles à l'hormone, puisque il faut retenir que la glande mammaire est sensible aux hormones, l'estrogène, la progestérone et d'autres hormones. On peut avoir les cancers, un cancer qui est sensible aux 3, on classe. Il y a un cancer qui est sensible simplement à 2, on classe. Il y a un cancer qui est sensible uniquement à 1, on classe. Il y a un cancer qui n'est pas sensible, on parle de triple négatif. Triple négatif. Donc, s'il ne répond pas à ces 3 à qui ne remplit pas. Et quand un cancer est sensible à une hormone, c'est facile. Nous sommes tous d'accord. Si vous êtes sensible, vous ne pouvez pas vous retenir devant le yaourt. C'est plus facile de vous avoir en fait. Il suffit de vous avoir, de supprimer le yaourt, vous commencez à pleurer. Donc, ça veut donc dire que ceux-là, dans les femmes triple négatif. Non, l'autre qui est sensible aux hormones là, oui. Ça veut dire que les femmes ménopausées sont plus exposées? Non, pas forcément. Plus elles ne produisent, plus ça. Elles sont plutôt protégées. Elles sont protégées. Ah, je faisais l'inverse. Ok. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Elles sont plutôt protégées. Ok. Texte de pauvreté. Oui. Est-ce qu'il y a donc des moyens de... S'il y a des différents types, ça suppose donc que les traitements aussi sont adaptés à ces différents types. Bon, est-ce que dans notre contexte, on fait des traitements probabilistes ou bien est-ce qu'il y a vraiment des moyens de screener chez le patient le plus pauvre avant de le mettre sous traitement? Avant de répondre à la question, oui, on peut screener au centre parce qu'on fait l'immunohistochimie. Je pense que depuis 2013 ou 2010, on fait déjà l'histochimie. Avant, on faisait le traitement probabiliste parce que ça demande des techniques et c'était coûteux. C'est un peu comme l'IRM. Avant, il fallait aller en Europe pour faire l'IRM. De nos jours, on peut faire l'IRM en militaire, à la cathédrale. Vous comprenez? Donc, on le fait au centre Pasteur. C'est coûteux. De nos jours, le protocole, c'est systématiquement on demande. Lorsque la dame ne peut pas, on fait comment? Parce que c'est coûteux, on fait comment? Il y a d'autres modalités. La radiothérapie ne distingue pas le type de cancer. La chirurgie ne distingue pas, c'est comme vous avez parlé, il y a plusieurs. La chimiothérapie ne distingue pas. Mais si vous avez un cancer qui est hormonodépendant, c'est-à-dire qui dépend des hormones, il suffit seulement de donner des anti-hormones qui vont facilement les éliminer. On voit à quoi ressemble le cancer que vous avez et on produit le vaccin uniquement pour le cancer là. Donc c'est ciblé, donc d'où le terme de thérapie ciblée. Et ça a moins d'effets indésirables. Parce que la chimiothérapie a des effets indésirables. Parce que la chimiothérapie vient seulement, comme je vous ai dit que c'est non spécifique, ça ne distingue pas qui est qui. Ça balaye. En balayant, ça balaye aussi votre tissu normal. Donc vous avez les chutes des cheveux, la diarrhée, la peau qui... La radiothérapie, pareil. Ça grille un peu tout. De la nouvelle technique maintenant, c'est que on est là, on détecte, on dit que non, on veut détruire le cancer, on sélectionne la couleur verte et on envoie ça, localise uniquement la couleur verte et ça traite avec moins d'effets indésirables. Tout à l'heure, vous aviez dit que les vieilles personnes, en vieillissant, on est plus... Sujet. Oui. Est-ce qu'il y a des recherches par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour qu'au moment où nous vieillissons, là, qu'on essaie de limiter les risques? Ce sont les facteurs de risque. With respect to your question, as he said, as you are advancing in age, your body is tired because normally if you were living a healthy lifestyle, you avoided all the risk factors we mentioned above. But you reach at a certain level that your cells will be tired and they might just like give up. Then you have no other option. But at a certain level, but the thing is that in our context, generally our life expectancy is not like in the West that they live up to 100 and above. Because for us to say that your cells will be tired will be above 100 years. But if you respect all our preventive measures, avoiding all the risk factors like in the breast cancer,
we saw that you need to avoid all factors which can cause hormonal imbalance, like you not taking alcohol, you not being obese, you practicing a healthy lifestyle. And with cervical cancer, you practice abstinence, fidelity, and you also do your regular screening checkups. If you practice all that, generally when you are reaching at that level, you just continue with your healthy lifestyle. There is nothing. Et vous continuez toujours par le dépistage et le diagnostic précoce. À 70 ans, si on dépiste un cancer précocement, on retire. On continue. Si après il y a tel cancer qui apparaît, on découvre, on retire. Ça augmente quand même l'espérance de vie et ça va. Vous avez compris? Et en dehors de ça, il y a des facteurs, comme on dit, planétaires. C'est pourquoi les Européens continuent avec l'environnement. C'est-à-dire éco. Je prends l'exemple, il y a des études sur la pollution atmosphérique et la survie de cancer du sein. Ça a été démontré. C'est-à-dire les tuyaux d'échappement de voitures, on comprend, on roule chez les blancs. 5 ans, 10 ans après, on ne veut plus. C'est pas exprès. C'est parce que ça pollue l'atmosphère. Quand on inhale, ça augmente la survie des cancers. C'est-à-dire avec la chaleur, le risque de cancer, même si vous faites quoi, vous êtes indirectement impacté. Vous sortez là, même si vous êtes dans la clim de la voiture, dès que vous allez inhaler les tuyaux d'échappement de voiture, il y a des facteurs. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Plus simple, c'est connu. Bon, il y a beaucoup de substances ou de l'arôme que vous, en tant que d'homme, qu'on ne prend pas parce que ça, c'est un facteur de risque cancer. C'est oui, ça arrive dans l'organisme, ça perturbe le fonctionnement et ça affaiblit rapidement vos mécanismes de veille et de protection. Donc, vous vieillissez précocement ou bien les cancers surviennent précocement au lieu que ça survienne peut-être 50 ans plus tard. Je suis communautaire et on a souvent beaucoup de questions dans les Prenez tout votre temps, là, c'est quand vous êtes fatigué, on va rien à faire. No, thank you so much for those explanations. My question is related to a body that is getting weak with age. Is there any pill that someone can swallow or any drug that someone can take to strengthen the body? If you know that with age you can be weak, sometimes you hear people talking about vitamin C. I don't know. Is it medically recommended? So, comment c'est la publicité, on dit ça en anglais comment? All those advertising on how to strengthen the body to avoid this and that, is it medically recommended? Okay, like the example you took vitamin C. We have them everywhere in our natural products. Like if you eat adequately, like we said, fruits and vegetables. There are many foods like just orange. Orange contains vitamin C. So if you take your orange, you're already fine with your vitamin C. The goal is that as you are aging, the worst is when you enter retirement. If you retire your body itself will be retired. But if you enter as you are aging, try to remain active and still try to eat healthy. Enough vegetables, enough fruits and vegetables, and drink enough water and continue with your screening methods. You'll be fine. Très honoré. J'aimerais savoir si parmi les méthodes de dépistage, quelles sont relativement au cancer de l'ovaire, parce qu'on a évoqué le cancer du sein, le cancer de l'utérus, et il existe aussi bel et bien chez la femme le cancer de l'ovaire. Comment est-ce qu'on fait pour le dépister? Est-ce que ce sont les mêmes méthodes de dépistage que le cancer de l'utérus? Et une autre question, chez la femme ménopausée, lorsqu'elle a des saignements, lorsque les saignements surviennent de temps en temps, est-ce qu'il faut, est-il un style d'alerte aussi pour le cancer de l'utérus? Merci. En fait, c'est un moyen de pouvoir détecter la maladie à un stade encore asymptomatique. C'est-à-dire, la dame se porte bien cliniquement, mais la maladie est déjà là, en fait. C'est ça le dépistage. Et c'est plus facile pour les pathologies qui sont visibles, pour les organes qui sont exposés, facilement accessibles. C'est plus facile. Mais lorsque l'organisme, à l'intérieur, je prends l'exemple, le dépistage du cancer du cerveau, c'est difficile.
La majorité, c'est quand vous avez déjà, vous voyez flou, c'est parce qu'il y a une répercussion sur la vue. Et quand on fait l'IRM, c'est genre, la majorité, c'est tardif. Donc c'est pareil, l'ovaire aussi. L'ovaire se trouve à l'intérieur. Prends une image, il est chez la femme, chez la femme. Portion réelle des organes génitaux internes de la dame. Voici la dame, vu sa taille, et l'utérus est vraiment si petit là, et les ovaires. Et là, ça c'est lorsqu'on agrandit l'image. Ça c'est l'entrée du vagin, c'est-à-dire la vulve. Là c'est le vagin. Ici, cette portion de l'utérus qui fait protrusion dans le vagin est appelée le col. Donc quand on dit le cancer du col, c'est le cancer de cette portion-là. Et cette portion est exposée non seulement à l'agression physique, chimique on comprend, puisque le pH du sperme est différent du pH du vagin, donc il y a conflit de pH à tout moment. Les infections, si monsieur a une infection, la femme est exposée, comment on dit, puisque la femme entre guillemets reçoit et doit pouvoir combattre l'infection sur place. C'est pourquoi la femme est très sensible aux infections et physique, agression infectieuse, parce que cette portion du col, le vagin n'est pas fermé. Donc il y a les microbes qui arrivent facilement à ce niveau. Donc le col donc est un centre de remaniement à tout moment. Donc les cellules se transforment. Donc une cellule qui chaque fois se transforme peut facilement, je prends l'exemple déconner, perdre le contrôle et se transformer en cancer. Voici comment naît le cancer. Vous comprenez? C'est comme une dame qui est là, spécialisée peut-être dans la restauration, elle ne fait que ça pendant 10 ans. Rarement va se retrouver à Mokolantré de pouvoir acheter le plantain pour le vendre. Mais une dame qui sort, selon les saisons, il y a la banane, elle vend. Après on dit qu'il y a les élections, elle vend le chapeau. Demain se retrouve, c'est la rentrée, ce sont les cahiers. Un jour, vous pouvez trouver facilement la dame au Canada, donc elle abandonne. Vous comprenez? C'est en fait ça, une cellule qui se multiplie en activité peut facilement se transformer en cancer. Non. Chez la femme, le cancer, parce que comme je dis, dans l'organisme humain, on peut avoir le cancer de toute partie de l'organisme. Donc chez la femme, on peut avoir le cancer de l'entrée de la vulve, des lèvres et tout ça, le cancer même du vagin, le cancer du col de l'utérus, le cancer du corps de l'utérus, le cancer de l'ovaire, le cancer de la trompe. Et les 5 sont, quand on dit appareil génital de la dame, on s'arrête normal là. C'est pourquoi quand on dit 2 cancers de la femme. Parce que d'autres estiment que le sein, c'est pas seulement chez la femme, même l'homme a le cancer du sein. Donc, quand on dit l'appareil génital de la femme, le sein ne fait pas partie en réalité. Mais quand on dit cancer de la femme, le sein fait partie. Donc, et voici le premier cancer, ce sont les cancers. Est-ce que les images s'apparaissent? Oui, ok. Oui. Donc, après, c'est le cancer du col. Comme Madame Kaza a bien posé la question, on a aussi le cancer de l'utérus, mais la proportion est faible. On a le cancer de l'ovaire et en dernier, le cancer de la trompe et le cancer du vagin. Le cancer de l'ovaire, le cancer de l'ovaire, généralement l'ovaire a un rôle, c'est-à-dire principalement produire les hormones de la jeune fille et produire les œufs pour la fécondation et porter enfant. Voici le rôle de l'ovaire. Et l'ovaire est activé à la puberté. C'est pourquoi avant la puberté, la jeune fille de 4 ans, 5 ans, c'est la même chose que le garçon. Et c'est pareil, l'homme aussi. C'est à la puberté que les testicules prennent le relais et l'homme commence à avoir le développement physique de l'adulte. Donc, avant ça, l'ovaire ne fonctionne pas. On peut retirer même l'ovaire, on laisse, ça ne dérange pas. C'est à la puberté que, comme si on a programmé, l'ovaire se réveille, se met à produire des hormones, l'œstrogène et la progestérone. Et l'œstrogène viendra donc à ce niveau parce que l'utérus a 3 couches. Je prends toujours l'utérus pour prendre l'exemple terre à terre aux dents pour dire que l'utérus c'est comme le gésier de la poule. L'extérieur est lisse. L'intérieur est recouvert, tapissé du velours, contrairement au gésier. Ça a cette couche avec du sable, mais dans l'utérus c'est plutôt du velours, c'est lisse, c'est rosé. Et le milieu c'est vraiment la chair là, le muscle. Parce que ce muscle, lorsque vous êtes enceinte, grandit, c'est ce muscle qui se contracte pour pousser l'enfant. Donc Dieu a fait de sorte que quand vous tombez enceinte, ça augmente. Quand vous accouchez, ça revient. C'est comme une dame. Elle a le ventre aussi plat, elle peut porter même les triplés. Le ventre est là, elle finit, elle fait les abdos, le ventre revient. C'est pareil l'utérus aussi. Donc cet utérus qui est à ce niveau-ci, en bas même, donc c'est en bas de la ceinture en fait. Quand vous êtes enceinte, vous pouvez remonter jusqu'à ce niveau, tout le ventre. Après, ça redevient normal.
Donc Dieu a fait en sorte que ça soit ainsi. Donc, il y a dans le cancer aussi de l'utérus. Donc, comme je disais, à la puberté, donc, ces hormones vont venir donc arroser cette couche interne que vous voyez rosée et va croître parce que ça attend le bébé. C'est un peu comme le nid de l'enfant. L'enfant va venir s'implanter là. Si vous n'êtes pas enceinte, les règles commencent et le cycle recommence. Ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que je dis par là? Un endroit qui chaque fois est en mouvement est fragile et susceptible d'entraîner le cancer. Et c'est pourquoi donc cette couche-ci peut facilement se transformer en cancer. C'est connu, si vous portez 10 grossesses, vous saignez combien de fois? Vous voyez que vous avez moins de 9 fois 10 mois de saignement, on se comprend. Généralement, une dame qui a moins d'enfants est à risque d'avoir le cancer de l'endomètre. Parce que quand vous tombez enceinte, on bloque le mécanisme de l'ovaire, il n'y a plus cette hormone-là. Vous ne produisez pas l'hormone. Vous comprenez? Et c'est pareil, elle vous a aussi expliqué, une dame qui n'a pas d'enfant, il y a un risque aussi d'avoir le cancer du sein. Parce que vous voyez que chaque mois, le sein fait comme ça, n'est-ce pas? À l'approche des règles, c'est tendu. Après les règles, après l'approche des règles, après les règles, donc chaque fois, dès que vous tombez enceinte, le mouvement là s'arrête un peu pour un instant. Vous allaitez, ça s'arrête. Donc, vous voyez comment la grossesse protège contre le cancer hormonodépendant. Donc, le cancer du sein, le cancer de l'endomètre. Non. Et lorsque, j'ai bien dit, quand vous tombez enceinte, l'ovaire est au repos. Si vous ne tombez pas enceinte, chaque cycle, l'ovaire fonctionne. Et plus vous fonctionnez, vous êtes donc susceptible d'avoir le cancer. Donc, vous comprenez. Donc, les facteurs protègent contre le cancer, on peut dire plus de l'endomètre. Il y a plusieurs facteurs, mais l'objectif, c'est moins de multiplication cellulaire, moins de fonctionnement et vous êtes donc protégé. Le cancer de l'ovaire, c'est difficile, on ne peut pas facilement faire le dépistage parce que c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Quand jamais ça se manifeste tardivement par une masse. C'est quand on fait l'écho, ou bien quand on voit comment le ventre gonfle, on comprend la preuve, on sort des grosses masses. Il n'y a pas des marqueurs. Il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs, mais les marqueurs c'est pour le suivi généralement. C'est pour le suivi. Et indirectement, quand on dose le marqueur élevé, ou bien quand ce n'est pas élevé, ça va, mais précoce. Il y a des marqueurs. Chez les blancs, ils développent beaucoup, mais c'est coûteux. Quand on dit dépistage, c'est quelque chose qui est facilement accessible dans la communauté, qu'on peut reproduire plusieurs fois. C'est comme le cancer du sein. L'IRM, on ne peut pas utiliser l'IRM comme moyen de dépistage, c'est coûteux. On attend 45 ans pour faire la mammo parce qu'avant 45 ans, les seins sont denses, la mammographie n'est pas utile. C'est l'IRM. Mais on ne peut pas dire que l'IRM est moyen de dépistage parce que ça ne peut jamais passer. Parce qu'il faut quelque chose de moins cher, accessible. Donc on ne peut pas utiliser comme moyen de dépistage. Mais on peut utiliser comme moyen d'exploration. Donc dans le cancer de l'ovaire, il y a les explorations, mais le moyen de dépistage, il n'y a pas. Vous comprenez? J'aimerais savoir quelle est la probabilité pour des jeunes enfants de moins de 25 ans d'avoir un cancer des ovaires. Cancer des ovaires à 25 ans. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Ouais. Sauf si elle a une prédisposition génétique, c'est très faible. Moins de 25 ans, c'est très faible. Je vous ai dit que le premier facteur de presque tous les cancers, c'est quoi? Le premier facteur, c'est l'âge. C'est l'âge. Même s'il y a des cancers chez les enfants, c'est l'âge. C'est peu probable. Allez-y. Non, allez-y. Non, allez-y. Non, allez-y. C'est l'échange, oui. Nous avons, on a vu des cas d'une jeune fille qui était encore pucelle après vérification, qui est décédée de cancer de l'ovaire. Oui. À 24 ans. Nous-mêmes, on a eu, c'est 15 ans, il y a 2 semaines, oui. 15 ans. Bénéficier de la première présentation que vous avez faite là, pour essayer de comprendre. Les deux présentations, ça peut nous... On va lire et puis ça peut nous permettre. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai mis aujourd'hui sur ma page Facebook,
lorsqu'on parlait des cancers. J'ai dit octobre rose. Quand le monde entier dit ces mots avec des mots et des images, quand le silence des couloirs d'hospitalisation nous parle, quand les bruits du silence des cimetières sont assourdissants, quand les douleurs des familles n'ont plus d'échelle d'évaluation, oui, le monde pousse des cris profonds venus des profondeurs, des cris pour l'amélioration des plateaux techniques, des cris pour la gratuité des soins face au coût de suivi des personnes touchées qui sont énormes, des cris pour le soutien de la recherche, tant dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, des cris pour la prévention, mais ce sont des cris pour des meilleurs lendemains. Donc ça, c'est l'inspiration que j'ai eue lorsque Méni m'a dit qu'on devait parler du cancer. Et il faut dire que le spectacle est vraiment ahurissant, que ce soit dans nos villages avec les gens qui n'arrivent pas à aller à l'hôpital parce qu'on n'a même pas l'argent de transport, ou que ce soit des patients qui s'écroulent, même pas de la maladie, mais du coût de l'ordonnance qu'on leur sert. Donc c'est un peu mon message du jour, quoi. Merci. Merci. Et d'accepter perdre vraiment toute une journée pour nous, c'est édifiant. Avec ma voix, étant dans la présidente, je vous dis merci. Et continuez vraiment à aider tout le monde. Tout ce que vous rencontrez sur votre passage, vraiment merci. Les mots me manquent pour vous dire vraiment merci. Mais acceptez le peu que je vous dis. En français. L'association Health Kidney est une association à but non lucratif et apolitique qui a pour but essentiel de promouvoir la santé et spécifiquement les maladies rénales et leurs facteurs de risque. C'est une association qui a été créée en 2021 et elle promeut la solidarité, l'équité, les préventions des maladies
et soutient les familles en ce qui concerne les différentes pathologies. Et nous avons des partenaires, nous travaillons avec un cabinet médical, Alison Medical Center, qui fait dans la médecine générale les spécialités comme la néphrologie, la gastro-entérologie, d'autres spécialités, et qui entend à l'avenir œuvrer pour les sensibilisations de masse, parce que vous savez, nous sommes dans une société où pour venir à bout des maladies, la voie la plus indiquée pour l'instant sont les sensibilisations. Or, lorsqu'on sensibilise, on touche le plus grand nombre de publics et ça permet aux gens de prendre conscience qu'il existe bel et bien des maladies autour de nous. Ce sont des maladies qui peuvent être prises en charge. Donc briser les tabous et venir à bout de la maladie. Parce que de plus en plus, nous avons des maladies, comme tout à l'heure, les spécialistes le disaient, des maladies non transmissibles, qu'on appelait avant les maladies des blancs, qui touchent de plus en plus un plus grand nombre de la population. Ce sont les hypertensions, le diabète, les cancers, comme tout à l'heure nous avons échangé là-dessus. Donc il faut sensibiliser les populations, aller dans les communautés, comme aujourd'hui nous étions à FIFEM. FIFEM, c'est une association de femmes élites, et c'est ça, qui font dans la promotion financière, la solidarité. Et entre les membres, nous avons pensé qu'aujourd'hui, il fallait venir leur parler de cette pathologie. Et comme nous sommes au mois d'octobre, Octobre Rose, qui est un mois dédié à la femme et qui parle spécifiquement des cancers gynécologiques. Donc Healthy Kidney est venu au sein de la FIFEM, comme il a fait partout ailleurs dans notre association, parler des cancers gynécologiques. Nous avons la chance d'être accompagnés par des médecins chevronnés qui travaillent dans nos hôpitaux et qui sont des points focaux, permettent à ces femmes, ils nous ont donné des informations, ils ont permis aux femmes désormais de savoir où s'adresser, comment faire pour venir à bout de cette pathologie. Le siège de l'association est à Yaoundé et pour l'instant, nous faisons notre petit bout de chemin et les défis qui persistent encore sont les défis financiers. Nous appelons là ici à la sensibilité des bonnes volontés. Nous avons déjà des grandes entreprises de la place, des grandes élites Bafou comme Somaf qui nous accompagnent. Et de plus en plus, nous avons les laboratoires Fruitifarm qui nous accompagnent également. Donc nous avons du chemin à faire, nous avons beaucoup à faire et le défi qui existe actuellement, c'est justement le défi financier.
nos futurs boss, vous savez ça, non? Vous êtes les futurs anges boss. Hein? Voilà. Donc, nous sommes une association de femmes. Nous sommes des épouses de médecins. Et nous avons une des membres qui nous a fait part de l'existence de votre association. Donc, nous existons depuis 2015 et nous avons des actions que nous menons de temps en temps. Et l'une de nos actions fortes, c'est vraiment venir auprès des visités, partager un peu de notre temps avec eux, partager aussi tous les problèmes que nous avons avec eux et venir aussi à soutenir les initiatives et les créations pour alléger les souffrances de nos enfants et leur donner un peu de suivi. Donc, votre structure a été choisie pour nous et nous sommes très contents d'être avec vous. Prochaine fois que nous viendrons ici, que cet édifice soit davantage transformé. Donc, ici, si quelqu'un a quelque chose pour nous ici. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Que Dieu vous bénisse et ça. Beaucoup, jusqu'à ça vous suffit et tout pour les amis. C'est le retour, c'était très bien. On a rendu aux enfants, très contents, les directrices très contentes. Et nous-mêmes, nous ressentons cette satisfaction dans le cœur. Et vraiment que le Seigneur bénisse ses efforts pour qu'on revienne de façon plus majestueuse la prochaine fois. Voilà. Il faut préciser que regardez comment la directrice est contente. Hein? Notre commune est contente aussi au cœur d'ange. J'avais des soucis des orphelins. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on va encore vous dire? Regardez les notre actions d'émergence ne sont plus à démontrer. Il y a 2 jours, nous étions à l'orphelinat Ange d'or de Komto, où les enfants étaient très contents. Aujourd'hui, nous sommes à l'école publique de Ngou-Songul-Mekong, où on a rendu visite aux 3 groupes. On a essayé de venir en aide aux enfants qui n'ont pas pu payer leurs frais d'examen, spécialement le CEP. Et vraiment, la satisfaction est totale. Les enfants sont contents, les directrices sont contentes, elles ont chanté, les parents témoigné. Vraiment, tout. Émergence Femmes, big up! Et n'oubliez pas, vous pouvez vous joindre à nous pour qu'ensemble nous fassions des merveilles. Ah, oui. Ces enfants, oui. Il faut sortir pour voir des choses. Ah ça. Ami, dis n'était l'ami, dis avait le choix. Alléluia, boum, alléluia, boum, alléluia, tchaka 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 boum show. Jésus est le meilleur, le meilleur, le meilleur. Jesus is the best and the best. Oh, merci beaucoup, Lord. C'est ça. Le Seigneur est vivant,
mon Dieu. Merci 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 mon Dieu. Les mamans, venez vous servir. Un plat pour Junior. Les mamans, venez vous servir. On allait chercher le plat pour vous. Merci pour la journée. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la paix. Papa André. C'est juste une brève petite bénédiction de partage de petit. Bonjour, chers responsables de l'orphelinat Ange. Vous êtes nos futurs boss, vous savez ça, non? Vous êtes les futurs anges boss. Hein? Voilà. Donc, nous sommes une association de femmes. Nous sommes des épouses de médecins. Et nous avons une des membres qui nous a fait part de l'existence de votre association. Donc, nous existons depuis 2015. Et nous avons des actions que nous menons de temps en temps. Et l'une de nos actions fortes, c'est vraiment venir auprès des divinités. Partager un peu de notre temps avec eux, partager aussi les petits expériences que nous avons avec eux. Et venir aussi à soutenir les initiatives et les activités pour alléger les souffrances de nos enfants et leur donner un peu de suivi. Donc, votre structure a été choisie cette année et nous sommes très contents d'être avec vous. Après nous, nous avons laissé être certifiés davantage que le Seigneur va mettre en œuvre pour que les prochaines fois que nous viendrons ici, que cet édifice soit